Combien sommes-nous à vouloir évoluer dans notre vie sans vraiment se donner les moyens d'y arriver ? Concrétiser des rêves qu'on remet toujours au lendemain. Pourtant, les jours passent et quand on prend conscience qu'on ne pourra plus rattraper ce temps, alors on comprend l'importance d'agir ici, tout de suite et maintenant. Je m'appelle Manal, je suis passionnée de voyage et de découverte et ce que j'aime par-dessus tout, c'est vivre des expériences qui donnent du sens à ma vie. Aujourd'hui, mon ambition est de partager avec vous des idées nouvelles pour plus de valeur dans votre vie. Moi-même, je cherche constamment à améliorer mon quotidien et je fais souvent de belles découvertes que je vais partager avec vous chaque semaine dans une ambiance décontractée et bienveillante. J'ai imaginé ce talk show comme un moment de divertissement qui vous apporte en même temps des conseils utiles pour upgrader votre vie. Ensemble, nous pouvons atteindre l'objectif ultime, devenir la meilleure version de nous-mêmes. Bienvenue dans le Manal Show. Le Manal Show, c'est votre capsule inspirante pour devenir la meilleure version de vous-même. Chaque semaine, je reçois des invités aux horizons différents et aux parcours inspirants qui partagent leurs conseils et leurs expériences. En parlant d'expérience, je vous invite à rejoindre notre groupe privé sur Facebook où tous les membres du Manal Show se retrouvent pour aller encore plus loin ensemble. L'idée, c'est de passer à un niveau supérieur pour faire grandir notre communauté et partager des contenus exclusifs. Alors, rejoignez le club dès maintenant. Dans cet épisode, on va voir comment, chacun à notre niveau, nous pouvons agir pour bousculer les mentalités et faire changer les choses. Comment passer d'une idée à l'action ? Rendre son projet possible en valorisant son talent et celui des autres, c'est ce que nous allons découvrir. Dans la première partie, nous allons voir comment cette notion d'entreprendre pour le changement évolue et prend une place de plus en plus importante dans notre société. Puis je recevrai mon invitée, Adèle Gallet, qui est devenue une actrice incontournable de l'entrepreneuriat social en France. Elle est la cofondatrice de Ticket for Change, un projet très innovant qui a un réel impact positif pour des milliers de personnes aujourd'hui. Dans la troisième partie, Juliette et Sofiane me rejoindront pour nous parler de leur découverte de la semaine. Enfin, je terminerai cette émission en vous donnant mes meilleurs conseils pour agir et devenir vous aussi entrepreneur du changement. Et comme Michael Jordan a dit, certains veulent que ça arrive, d'autres aimeraient que ça arrive et quelques-uns font que ça arrive. Cette émission dure 50 minutes et pas une de plus, alors soyez attentifs, faites partie de ceux qui font que ça arrive, passez à l'action. Entreprendre pour changer le monde. Faire quelque chose d'utile pour soi et pour les autres, c'est l'objectif que je me suis donné avec le Manal Show. J'ai entrepris cette aventure en ayant conscience du travail et de l'énergie que ça allait me demander, mais j'étais prête à le faire parce que la mission que je me fixe est d'une grande importance. Créer mon propre média, c'est ma façon à moi d'entreprendre un projet qui m'aide à devenir meilleur, à inspirer les autres, à s'améliorer aussi, et c'est comme ça qu'ensemble, on est en mesure de changer les choses. J'ai parlé de beaucoup de sujets différents depuis le début du podcast. L'éducation, le voyage, la créativité ou encore la lecture, parce que ce sont des moyens concrets pour moi d'apporter ce changement dont nous avons tous besoin. Chacun à notre niveau, nous pouvons actionner de petites choses qui vont améliorer le monde dans lequel on vit. C'est ça être entrepreneur, c'est devenir acteur de son avenir. Certains décident de monter de grands projets en fédérant des équipes. Je pense notamment à Too Good To Go, que j'ai découvert récemment, une application mobile qui aide à diminuer le gaspillage alimentaire dans les restaurants. La fondatrice, Lucie Bache, a dit qu'elle ne pouvait plus laisser autant de gâchis de nourriture alors que des millions de personnes meurent de faim à travers le monde. D'autres agissent à leur petite échelle, à titre individuel, en donnant de leur temps dans des missions humanitaires pour l'éducation, la santé ou l'environnement. Et c'est en agissant concrètement pour des causes importantes que des hommes et des femmes ont impacté le monde et ont marqué l'histoire. Et vous, si vous deviez changer une seule chose pour rendre le monde meilleur, qu'est-ce que ce serait ? Comme chaque semaine, je suis venue à votre rencontre dans la rue pour vous poser directement la question. Pour vous, quelle est la valeur la plus importante ? L'amour. Je sais pas, l'intégrité. La générosité. Le respect et l'égalité en fait. Quelle est la valeur la plus importante pour vous ? Jésus. La fidélité, en mode avec ses amis genre. Et aussi avec ses parents, avec ses relations quoi. Si vous pouviez changer une seule chose dans le monde pour le rendre meilleur, qu'est-ce que ce serait ? Je sais pas, plus de justice on peut dire. Moins d'égoïsme. La faim,
La fin dans le monde, Moi, ça serait vraiment l'égalité totale. Est-ce que vous avez un talent particulier ? Ouais, parler le relationnel, disons. À l'écoute. Et en photographie, moi je suis plutôt bon en photographie. L'écriture. Moi, je suis bon en rugby. Je sais pas, discuter avec les copines, ça compte ou pas? Non, je sais pas. Qu'aimeriez-vous laisser comme trace derrière vous ? Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne de vous ? Des enfants heureux. Le respect de mes enfants, enfin qu'ils se disent, ouais, je voudrais faire comme mon père. Genre. Qu'on se souvienne de moi, avoir laissé un bon souvenir dans la mémoire des gens, simplement quoi. Moi j'aimerais bien qu'on se souvienne de moi comme étant quelqu'un de bon et qui a fait le bien autour de soi. Le terme entrepreneur est trop souvent assimilé à un projet professionnel, mais en réalité, nous entreprenons tous. Nous sommes tous entrepreneurs de notre propre vie. Chacun à notre niveau, nous pouvons apporter notre pierre à l'édifice pour améliorer notre environnement. Mais pour changer le monde, il faut d'abord se changer soi-même, se remettre en question, apprendre à apprendre et accepter de voir les choses sous un nouvel angle. Certaines personnes réussissent à construire le monde auquel ils rêvent au lieu de subir celui qui existe, au point même de faire d'énormes sacrifices pour aller au bout de leur objectif. De l'idée, ils sont passés à l'action et c'est exactement ce que je demande à Laura de faire chaque semaine. Ça dure 3 minutes 30, c'est la story. Nos compatriotes veulent le changement. Le nom de Muhammad Yunus vous dit-il quelque chose ? C'est qui lui ? Pourtant, grâce à une idée, une impulsion qu'il a eue dans les années 80, il a fait de la Grameen Bank la première institution de microcrédit au Bangladesh. Son système révolutionnaire lui a valu le surnom de banquier des pauvres et, accessoirement, un prix Nobel de la paix récompensant ses efforts pour promouvoir le développement économique et social à partir de la base. Il devenait en fait le précurseur de l'entrepreneuriat social et c'est ce à quoi l'on va s'intéresser aujourd'hui. Oh mais c'est super ça! L'entrepreneuriat social, ou le social business, émerge dans les années 90 aux États-Unis et en Europe sous l'impulsion des premières coopératives sociales italiennes. Ce qui fait sa particularité, c'est que cette manière d'entreprendre se doit de lier viabilité économique et impact social. Et ce, quel que soit le statut juridique de l'entreprise. Association, coopérative, SAS, ou le domaine d'activité, migration, éducation, emploi. Les dirigeants font alors du profit un moyen et non une fin en soi. L'idéal étant de partir d'un problème sociétal, d'y déceler une opportunité et d'avoir une idée innovante qui, à terme, comme ce fut le cas pour M. Yunus, deviendra une véritable convention sociale. Personne n'a dit que ce serait facile. Ah oui, c'est vrai ça! En France, l'économie sociale et solidaire représente dans son ensemble environ 7% des entreprises françaises et chaque année, l'emploi y progresse un peu plus. Mais qui sont donc ces entrepreneurs sociaux, ces fameux acteurs du changement ? Les Échos, dans un article qui veut briser les idées reçues sur le sujet, nous informent qu'ils sont majoritairement des hommes, qu'ils ont en moyenne 31 ans, une précédente activité professionnelle et un bac+5 en poche. Un profil plutôt proche de l'entrepreneur classique, en somme. Il faut savoir aussi que c'est dans la catégorie entrepreneur social que l'on trouve le plus de Français de moins de 30 ans en Europe au sein du fameux classement 30 Under 30 de Forbes. Joséphine Goub, 27 ans, y détient la place d'honneur avec Migrat, une plateforme web destinée à faciliter les démarches de migrants, réfugiés et autres personnes déplacées pour obtenir un visa dans le pays de leur choix. Guillaume Chéron, lui, lance la ruche qui dit oui en 2011 dans le but de créer des lieux virtuels et réels, les fameuses ruches, et faciliter la rencontre entre consommateurs souhaitant accéder aux produits issus de l'agriculture raisonnée et petits producteurs locaux. Oh bah il est balèze ce mec! Car l'entrepreneuriat social est bien plus divers que ce que l'on imagine. Même si son secteur phare reste l'emploi et l'insertion, on trouve aussi des initiatives dans la culture, les sciences et le numérique, la lutte contre les exclusions, l'environnement, etc., etc. Au vu des nombreuses problématiques actuelles de notre société, l'enthousiasme pour le business social se renforce jour après jour et de plus en plus de gens souhaitent agir efficacement dans ce domaine. Alors, le social business serait-il une sorte de conception nouvelle du capitalisme ? À ce propos, Muhammad Yunus disait « Le problème central du capitalisme unidimensionnel est qu'il ne laisse place qu'à une seule manière de faire, rentrer des profits immédiats. Mais l'homme peut réaliser tellement d'autres choses en faisant des affaires. Pourquoi ne pourrait-on pas se donner des objectifs sociaux, écologiques, humanistes ? Pourquoi n'intègre-t-on pas la dimension sociale dans la théorie économique ? Telle est la philosophie de l'entrepreneur social. Et au vu de la réussite de ces quelques exemples, ça vaut peut-être le coup d'essayer, non ? Vous pouvez être fiers de vous. Imaginez un monde où chacun puisse exprimer son plein potentiel pour s'épanouir et créer des projets utiles à la société.
Vous pensez que c'est utopique ? Eh bien, figurez-vous que c'est la cause qui m'anime depuis plusieurs années. À force de croiser des jeunes démotivés, des adultes déprimés et des retraités remplis de regrets, j'ai compris qu'il ne tenait qu'à nous d'agir maintenant pour faire quelque chose de notre vie qui ait du sens et laisser une trace quand on partira. Si on travaille aujourd'hui, c'est pour léguer quelque chose d'encore plus grand à nos enfants. Et ça, c'est vraiment un principe de vie qui me motive pour entreprendre du changement là où je pense qu'on en a besoin, à commencer par l'école et le monde de l'entreprise. Et c'est lors de mon entretien avec Onur Karapinard dans l'épisode 20 que j'ai découvert Ticket for Change, un projet hyper innovant créé en 2014 et qui a réussi à fédérer près de 50 000 personnes. Leur objectif ? Aider chaque individu à mettre à profit ses propres talents et entreprendre pour changer le monde. La cofondatrice Adèle Gallet va nous raconter l'histoire de ce projet ambitieux. Ce sera dans la deuxième partie de l'émission. Restez avec moi. Vous écoutez le Manal Show, votre capsule inspirante pour devenir la meilleure version de vous-même. Dans cette seconde partie, je suis avec mon invitée, Adèle Gallet, qui a fait de l'entrepreneuriat social sa spécialité. Elle met son talent au service des autres pour les aider à concrétiser leurs rêves et c'est à travers Ticket for Change qu'elle s'est révélée au grand public. Elle va répondre à mes questions et nous expliquer comment nous pouvons tous devenir entrepreneurs du changement. Juliette et Sofiane me rejoindront juste après pour partager avec nous leur découverte de la semaine. Ce sera dans la troisième partie. Enfin, je vous donnerai mes meilleurs conseils pour agir et devenir vous aussi entrepreneurs du changement. Après un master en business, management et entrepreneuriat social, elle s'est lancée dans de nombreux projets avec une idée en tête, changer le monde. C'est sur le terrain qu'elle développe ses compétences et s'entoure de personnes qui partagent la même vision. Travel for Change, Make Sense, Spark News et Exosphere sont autant d'initiatives dans lesquelles elle s'investit et qui ont toutes un point commun, un écosystème qui favorise l'entrepreneuriat social. En 2014, elle cofonde Ticket for Change, un concept très original pour aider les jeunes à devenir entrepreneurs du changement. Le projet connaît un réel succès. Il attire des personnes d'horizons différents et affiche des résultats très positifs avec plus de 46 000 participants au programme. C'est en étant proactive et en suivant ses propres aspirations qu'elle arrive à atteindre ses objectifs. C'est dans les bureaux de Ticket for Change à Paris qu'elle me reçoit pour répondre à mes questions. Adèle Gallet, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à vous, je suis ravie d'être ici. Alors Adèle, pourquoi vous faites ce que vous faites aujourd'hui ? Ah là là, c'est la question. La question pourquoi je pense qu'il y a beaucoup de raisons. Moi, j'ai des raisons personnelles, évidemment, et puis des raisons aussi d'engagement, je pense, sociétaux. Au niveau personnel, pour raconter un peu mon histoire, c'est vrai que j'ai été assez rapidement, en fait, dans ma vie, choquée, en fait, par la différence qu'on faisait entre les talents des gens. Il y a certains talents qu'on valorise dans la société, puis il y a certains talents qu'on considère comme nuls et non avenus. Moi, c'est venu de mon histoire avec ma sœur. J'ai une sœur jumelle et quand on était à l'école, on ne valorisait que mes talents. Moi, j'étais bonne à l'école, voilà. Bonne à l'école, ça veut aussi dire rentrer dans le moule. Elle, c'était plus la faux-folle qui faisait les choses pas comme tout le monde. Et voilà. Et moi, on me disait, c'est bien, tu fais tout comme il faut, etc. Et pas elle. Et je me suis dit, c'est pas possible. Il y a aujourd'hui en France une différence entre la valorisation de ses talents et il faut faire quelque chose. Et par-dessus ça, est venu s'ajouter un engagement sociétal, un constat qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de problèmes, beaucoup de choses qui vont mal dans le monde. Il n'y a pas besoin de les citer, je pense qu'on les voit un peu tous les jours autour de nous et dans les médias. Et cette conviction que, à mon échelle, moi, avec mes petits bras, je fais 1m59, mais je pense que je peux faire quelque chose. Et donc, trouver un peu comment, à mon échelle, je pouvais agir. Et les deux ensemble, c'est ce qui a un peu donné mon engagement au sein de Ticket for Change. Alors oui, vous avez parlé du gâchis de talent et justement, vous avez animé un TEDx qui s'intitule « Stop au gâchis de talent ». Qu'est-ce que vous entendez vraiment par « gâcher son talent » ?
Gâcher de talent, alors c'est vraiment le problème auquel on s'attaque chez Ticket for Change. Ce qu'on veut dire par là, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de monde en France et dans le monde qui aimerait agir, qui aimerait mettre leur talent et leurs compétences au service d'un enjeu de société, mais il y en a très peu qui le font vraiment. Et donc c'est cet écart en fait entre l'envie des individus, de la société et concrètement ce qu'il se passe, qui nous anime et qui nous donne envie de réconcilier cette envie et cette action. Et donc nous, on aide au passage à l'action de tous ces rêveurs, de tous ces idéalistes qui ont envie d'agir. Alors, il y a des personnes sûrement qui nous écoutent et qui se disent, finalement, d'accord, très bien, tout le monde a un talent, mais comment on arrive à trouver son talent ? Quelle est la démarche à suivre pour pouvoir trouver son propre talent ? C'est une super question. Déjà, ce qui est hyper important de savoir au départ, c'est que talent, c'est pas ce qu'on pense. En fait, un talent, la définition précise, c'est quelque chose que l'on fait naturellement sans effort. Et donc, on a tous un ou plusieurs talents, mais justement, on n'en a pas conscience parce que comme on le fait naturellement et sans effort, donc on ne sait pas que c'est un talent et on ne se dit pas qu'on peut être payé pour faire ça. Donc, comment découvrir son talent ? Nous, la chose qu'on conseille, et on est en train de développer des programmes là-dessus, c'est de réfléchir en fait à quelles sont les situations dans notre vie où on s'est senti au top, où on s'est senti en pleine possession de son potentiel. Ça peut être dans des situations personnelles ou professionnelles, où on a senti ce que certains spécialistes appellent le flow, c'est-à-dire que ça marche tout seul. On se dit, là, je suis hyper bon, je fais un truc super bien. Ça peut être en ayant organisé un anniversaire surprise ou en ayant fait 3 jours non-stop de boulot pour un truc et ne pas sentir que c'est un effort, en fait, de travailler, de faire cette chose. Et en fait, de se remémorer tous ces moments-là dans sa vie. C'est une manière très simple de commencer et de les noter comme ça, de les noter et se dire, qu'est-ce qu'on a fait à ce moment-là ? Quelle compétence, quel talent, quelle partie de nous-mêmes on a utilisé pour faire ça. Une manière aussi de compléter ce travail, c'est de demander autour de soi. On est souvent nos pires juges. On se dit qu'on est nul en tout. Enfin, en tout cas, moi, je suis très forte pour ça. Je pense qu'il y en a beaucoup. Et donc, de demander à ses amis, à sa famille, des personnes qui nous connaissent très bien, vous trouvez que j'ai quoi de particulier ? Quand est-ce que vous me trouvez particulièrement bon ? Voilà. Ça, c'est des manières très simples de commencer. Mais c'est vrai, moi, ça me rappelle, j'avais une amie justement qui avait envoyé un mail à tous ses contacts en leur demandant, OK, c'est quoi mon talent ? Qu'est-ce que, pour vous, dans quoi je suis vraiment très douée ? Et elle a reçu énormément de réponses et c'est comme ça qu'elle a pu identifier effectivement de nombreux champs dans lesquels elle était vraiment douée. Mais finalement, un talent, c'est peut-être quelque chose qui peut être abstrait, quelque chose qu'on ne voit pas forcément, comme vous disiez, pas forcément bien jouer au piano ou bien peindre, mais simplement bien écouter, être à l'écoute, savoir manager, avoir une aisance à l'oral. Ça, c'est aussi des talents. Complètement, c'est des talents qui sont extrêmement utiles. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'études qui montrent que les compétences qui seront les plus demandées dans les métiers futurs ne sont pas ce qu'on appelle des hard skills, donc des compétences dures comme le piano ou savoir la comptabilité, des choses techniques, mais ce qu'on appelle les soft skills, des compétences beaucoup plus intangibles comme exactement ce que vous citiez, la capacité d'écoute, le management, tous ces types de compétences. Donc c'est des compétences vraiment, des talents hyper utiles. Et nous, le message supplémentaire qu'on fait passer derrière ça, c'est une fois que vous avez découvert votre talent, c'est génial. Et maintenant, utilisez-le pour avoir un impact positif sur la société, parce qu'on est persuadé qu'en plus, c'est comme ça que les gens sont le plus épanouis, c'est quand ils se sentent utiles. Et vous en faites partie justement des gens qui se bougent. Vous avez choisi d'entreprendre à votre manière en vous investissant dans Ticket for Change, dont vous êtes la cofondatrice. C'est quoi exactement Ticket for Change ? Et Ticket for Change, justement, on est une sorte d'école. Mais on est une école un peu particulière. On est une école des pionniers du monde de demain. Donc, en fait, nous aussi, on forme. Nous aussi, on transmet des apprentissages comme à l'école. Mais ensuite, tout le reste est déconstruit. C'est pas dans des salles de classe. C'est pas avec des professeurs qui délivrent des savoirs. Donc, nous, on invente et on organise des programmes de formation qui peuvent être soit en
en ligne, soit en réel, en concret, pour aider toutes ces personnes dont je parlais avant, toutes ces personnes qui ont envie de passer à l'action, mais qui savent pas comment faire. Parce que c'est super d'avoir l'envie, mais ensuite, on n'a pas forcément fait les bonnes études, avec des gros guillemets, disons les études qui nous permettent de savoir comment agir, comment entreprendre. On n'a pas forcément le bon environnement, le bon réseau. Donc voilà, nous, on va apporter tout ça pour permettre à ces gens de lancer des projets qui peuvent être des associations, qui peuvent être des startups, qui peuvent être des entreprises avec un impact social. J'aimerais revenir sur un détail en fait dans Ticket for Change qui m'avait vraiment beaucoup marqué. Le concept même, donc, c'est 10 jours en bus à la rencontre d'acteurs importants du changement. Donc, c'est combien de participants à peu près ? Une cinquantaine. Donc une cinquantaine de personnes comme ça qui vont sur la route pendant 10 jours pour rencontrer les acteurs les plus importants du changement, ici en tout cas dans notre pays. C'est un concept qui est vraiment original. Comment vous est venue cette idée ? Qu'est-ce qui vous a inspiré ? Alors en fait, ce qui nous a inspiré, c'est un projet en Inde, un voyage en Inde qui existe depuis 15 ans, qui s'appelle le Jagriti Yatra. Ça veut dire voyage éveil en hindi. Et donc, c'est un voyage qui embarque... donc, tout est à l'échelle indienne, je préviens. Donc, c'est 450 jeunes. Ils font 8000 km dans un train. Et tous les 2 jours, ils vont rencontrer comme ça un entrepreneur social qui a impacté la vie de 1 à 40 millions de personnes, puisque nous sommes en Inde. Oui. Et voilà, et en fait, ce voyage nous a beaucoup inspiré. On s'est dit qu'il fallait le répliquer en France, l'adapter en France. Donc nous, on ne fait pas 8000 km parce que la France n'est pas aussi grande. Donc on a pris le bus et non pas le train. Mais le principe est le même, c'est vraiment d'aller sur les territoires, voir ce qu'il se passe concrètement, voir les acteurs de changement qui font des choses incroyables à une échelle locale, mais aussi à une échelle nationale. Et surtout, donner envie à cette cinquantaine de graines d'entrepreneurs qui participent au voyage, de eux-mêmes agir et monter un projet. Chez Ticket for Change, vous avez aussi des mentors qui vous aident dans l'avancée des projets. Vous les affichez aussi sur votre site internet. C'est quoi un mentor et en quoi c'est important ? Oui, on a énormément de chance. On est accompagné par beaucoup de personnes. Quand on a commencé ce projet en 2014, on était donc 4, on avait 24-25 ans, on n'avait jamais entrepris. Donc on a décidé de faire un projet, on a décidé de monter un programme d'accompagnement à l'entrepreneuriat. Donc on avait à peu près moins 8000 de légitimité. Donc c'est un message, n'attendez pas d'être légitime pour monter à quelque chose. Mais du coup, comme on n'était pas légitime, qu'on n'avait pas entrepris, on s'est entouré d'énormément de personnes. Et donc ces mentors, c'est des entrepreneurs, parfois des salariés d'entreprise, parfois des personnes qui ont des compétences très précises, juridiques, en comptabilité, tout type de compétences en fait que nos entrepreneurs et intrapreneurs pourraient avoir besoin. Et donc qui dédient un peu de leur temps. Ça peut être 1 heure parfois sur un de nos programmes. Pour certains, on a des mentors par exemple sur le tour qui nous accompagnent pendant les 10 jours, qui viennent les 10 jours avec nous, ils dorment dans le bus, ils vivent 24 heures sur 24 donc ils s'investissent vraiment pleinement dans le projet. Énormément. Alors c'est quoi ? C'est du coaching one-to-one avec les participants ? Il y a de tout. Parfois c'est des formations. Donc un exemple très concret, il y a des mentors qui ont des cabinets d'avocats qui sont très calés sur le juridique et donc qui vont faire des formations à nos entrepreneurs sur comment choisir le bon modèle juridique. Voilà, très concrètement. Et puis après, il y a des mentors qui en effet vont plus être sur le one-to-one, donc le mentoring, un peu comme on l'entend, c'est-à-dire vraiment accompagner un projet, donc ils sont parfois en équipe, donc 1, 2 ou 3 personnes, à vraiment savoir c'est quoi les prochaines étapes pour le projet, les aider vraiment à décortiquer, à faire leur business plan, les accompagner. C'est vraiment une réelle aide en fait concrète qu'ils apportent vraiment aux participants. Complètement. En fait, pourquoi j'insiste un petit peu là-dessus ? Parce que dans les pays anglo-saxons, avoir un mentor, c'est quelque chose d'assez courant, c'est même incontournable pour réussir un projet. C'est pas forcément le cas en France, c'est pas encore entré dans les mœurs, en tout cas dans notre culture. Alors, pourquoi ? Je pense qu'en France, on n'aime pas demander de l'aide. On fait tout seul dans son coin. Si on échoue, on le dit surtout pas. On ne tire aucun apprentissage, on fait l'autruche. On a un peu une mentalité comme ça à pas forcément à demander de l'aide et à pas forcément assez travailler en équipe. Et ça, malheureusement, c'est aussi beaucoup dû à l'école. Enfin, je veux dire, moi, j'ai commencé à travailler en équipe en école de commerce, c'est-à-dire
j'avais 20 ans. Donc pendant 20 ans, je ne savais pas qu'on pouvait travailler en équipe. Ouais. C'est vrai que ça arrive assez tard. Ça arrive très tard. Et tout ça, en fait, je pense que ça participe de cette mentalité où on n'est pas habitué, du coup, à aller demander à quelqu'un de plus expérimenté, de travailler avec lui et non pas seul. Et pourtant, on gagne beaucoup de temps. On gagne énormément de temps. C'est impressionnant. Aujourd'hui, surtout, je pense que les gens ne se disent pas qu'ils peuvent avoir des mentors, que des gens peuvent avoir envie de les aider. Et moi, le message que j'aimerais faire passer, c'est qu'en fait, tant qu'on n'a pas demandé, on ne sait pas. Et qu'en fait, il y a beaucoup plus de gens qu'on ne pense, même des gens à des très hauts postes qui ont fait des choses incroyables, qui sont prêts à dédier de leur temps. Je pense que c'est quelque chose d'assez naturel chez l'être humain. Il faut oser demander, en fait. Mais complètement. Mais nous, c'est hallucinant. On a réussi à avoir des gens, mais avec du culot total. Et parfois, même plus ils sont haut placés, moins on vient les voir. Parce que tout le monde se dit, jamais je ne pourrais atteindre cette personne. Mais c'est intéressant ça, parce que moi-même je l'ai déjà pensé. Ouais. Fut un temps, j'avais un peu peur justement d'approcher les personnes que j'admirais et qui avaient un poste haut placé. Je me disais, mais en fait, je suis qui finalement? Ils vont pas forcément prendre du temps pour venir me coacher et m'accompagner gratuitement en plus. Parce que c'est ça aussi, hein, la relation avec le mentor, c'est que c'est un échange. Tout à fait. Et c'est en effet, on a énormément de chance, c'est entièrement gratuit. Tous ces mentors qui nous accompagnent ne demandent aucune rémunération. Donc, on a beaucoup de chance. On est une association. Nous, on est d'intérêt général. Toutes les formations qu'on propose sont gratuites ou quasi gratuites. Donc, il y a quand même cette dimension d'apporter vraiment un impact positif aux personnes. Donc c'est pour ça que ces mentors ne nous demandent pas d'argent, mais quand même c'est un vrai investissement de leur part. Mais beaucoup nous disent qu'ils en tirent autant qu'ils donnent, et donc je pense que c'est une réalité. Et donc faut pas hésiter à aller voir des gens qu'on admire, qu'on trouve impressionnants, et c'est un très très bon exercice d'oser aller parler à ces personnes, et on est souvent étonné de leur réaction dans le bon sens. Ouais. Depuis 2014, vous avez réussi à fédérer plus de 46 000 personnes, hein, c'est bien ça? Oui. C'est énorme. Qu'est-ce qui fait le succès de ce projet? Alors, je pense que c'est un ensemble de choses, évidemment. Je pense que, tout d'abord, on est arrivé au bon moment. Je pense qu'il y a quand même une vague depuis plusieurs années sur ces questionnements-là, à un niveau individuel et à un niveau même politique. On parle beaucoup de responsabilité sociale dans les entreprises, ça explose. La quête de sens chez les jeunes et chez les salariés, on en parle beaucoup, ça explose. Enfin, voilà. Je pense qu'on est arrivé au moment où c'est devenu une bulle qui a explosé. C'était le bon timing. C'était, premièrement un bon timing. Ensuite, je pense, et ça c'est un autre petit conseil que je donnerais, on a été très ambitieux. Et je pense qu'en fait, ça paye d'avoir des rêves très grands. Plus nos rêves sont grands, plus les gens ont envie de s'embarquer dans le rêve. On n'a pas envie de suivre un petit truc qui nous fait pas rêver. Non. Plus les rêves sont fous, plus on a envie de les suivre. Et nous, c'est vrai que dès le départ, sans mégalomanie aucune, c'est qu'on on avait cet idéalisme de la jeunesse. Bon, on est encore jeune, mais dans le sens, on se disait, il y a aucune raison pour qu'on n'ait pas et Pierre Rabhi, qui est pour nous un monsieur incroyable, qui est un peu qui fait partie des mentors. Voilà, le référent de l'agroécologie en France. Il n'y a pas de raison pour qu'on n'ait pas Thierry Marx avec nous. Il n'y a pas de raison pour qu'on n'ait pas Emmanuel Macron. Il n'y a pas de raison pour qu'on n'ait pas Nicolas Hulot. Enfin, à chaque fois, on se disait, à l'époque, on a eu la ministre de l'Éducation aussi, c'était Najat Vallaud-Belkacem. Le PDG de Danone, et on se disait, on va embarquer toutes ces personnes. Ah bah oui, bien sûr, on va faire un cours en ligne avec HEC, mais oui, bien sûr, on va le faire, on l'a fait. En fait, la naïveté du débutant, c'est quelque chose de bon, en fait. Franchement, je pense. Et on allait voir les gens avec nos yeux qui brillaient, nos rêves, etc. Bon, après, il faut délivrer derrière. Faut pas que ça reste, évidemment. On n'est pas que des idéalistes, on est ce que nous, on aime dire des idéalistes pragmatiques. On s'ancre aussi dans la réalité. Mais voilà, je pense qu'il y a un côté, faut oser embarquer les gens dans des grands rêves. Mais fédérer autour de ce projet, intéresser autant de monde, c'est un véritable talent. Peut-être. Bravo en tout cas pour ça. Merci. Est-ce qu'il y a un projet justement qui vous a particulièrement marqué, que vous avez été fier vraiment de porter? Il y en a plein, c'est horrible comme question. S'il fallait en choisir un.
Ah, c'est terrible comme question. Allez, je un peux ou pas deux. dire. Oui, Allez, si, un ou deux. Deux, parce que j'aime bien en présenter deux, parce que je pense que une de nos forces, et ce dont je suis très, 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 très fière, c'est qu'on accompagne vraiment des profils extrêmement divers et des projets extrêmement divers. Je trouve qu'il y a une tendance dont je suis pas forcément toujours, avec laquelle je suis pas forcément toujours à l'aise dans l'entrepreneuriat aujourd'hui, qui est très entrepreneuriat, nouvelles technologies, il faut être sexy, il faut parler d'applications tout le temps. Enfin voilà, et il y a le profil de l'entrepreneur, faut être blanc d'école de commerce, etc. Voilà, bon. Avoir fait un petit tour à la Silicon Valley. Exactement. Et nous vraiment, c'est important. On veut qu'il y ait des projets de tout type, de tous âges, de tout bord, etc. Donc 2, c'est gentil de m'en accorder 2. Un que j'aime beaucoup, c'est Youssef qui a monté un projet qui s'appelle Meet My Mama. J'en ai entendu parler. C'est vrai ? Ouais, c'est génial. C'est génial. Meet My Mama, en fait, c'est un service de traiteur événementiel qui valorise le talent, le savoir-faire de femmes immigrées ou réfugiées. Et lui, voilà, il les fait travailler, faire leur cuisine, et il fait des événements dans des grands groupes, pour des gros événements, etc. Il a ce service de traiteur. Ça cartonne. Franchement, il est impressionnant. Il est avec 2 jeunes filles aussi sur ce projet. Et donc aujourd'hui, ils se sont installés, ils ont récupéré des locaux avec une énorme cuisine. Ils vont créer une Mama Academy pour aussi faire de la formation pour ces femmes, pour qu'elles puissent encore plus... Ah oui, d'accord. Donc il développe son projet encore plus loin, quoi. C'est génial. C'est génial. Alors voilà, ça y est, Meet My Mama. Meet My Mama, allez-y, c'est génial si vous avez un service traiteur à faire. Si vous aimez manger. Et si vous, c'est hyper bon. C'est un voyage culinaire. Et le deuxième, allez, Yuka. Ah, mais écoutez, je pensais à Yuka, justement. Mais non. Et ben voilà, oui. Yuka. Je me rends compte que du coup, c'est aussi pour la bouffe. Je pense que je commence à avoir faim. C'est vrai que c'est... Ouais. Alors, faut peut-être expliquer un petit peu le concept de Yuka. Yes. On en a parlé justement dans le Manal Show. Ah, oui. Super. Alors, Yuka, c'est une application qui permet en fait de scanner n'importe quel produit de supermarché, de savoir si c'est bon ou pas pour votre santé. Et si ce n'est pas bon, de proposer des alternatives. Du coup, vous pouvez faire ça n'importe où, c'est très ludique. Ça fonctionne très bien. Ça fonctionne super bien. Et ils cartonnent aussi. Ils ont lancé leur application. Donc, eux, ils ont fait le programme l'année dernière. Ils ont fini en décembre 2016. Ils ont lancé l'application en janvier 2017. Et aujourd'hui, ils sont à 1,5 million d'utilisateurs. Et ils sont en train de développer la version pour les cosmétiques. Voilà, donc ça marche, ça marche super bien, et ça c'est vraiment quelque chose que vous pouvez télécharger là chez vous gratuitement. Yuka, effectivement, on remettra le lien sur le site internet, mais c'est vrai qu'on en a vraiment beaucoup parlé, et moi-même je l'ai testé à titre personnel, c'est pour ça que je dis c'est génial et ça fonctionne super bien. Top. Qu'est-ce que cette aventure vous apprend sur vous-même ? Ça m'a appris une infinité de choses en 5 ans. Je pense qu'une des premières choses, c'est justement après 5 ans de garder vraiment une humilité face à ce qu'on sait et face à ce qu'on sait faire. Et c'est cet équilibre entre l'humilité et oser. Et l'audace qui est je pense toujours à garder. Moi en tant qu'individu, je ne me sentais pas du tout capable de faire ça en 2014, et j'ai pu le faire parce que en toute humilité je me disais je ne peux pas le faire seule, donc je l'ai fait avec mes cofondateurs, je l'ai fait avec tous les partenaires dont je vous parlais, et à la fois de pas attendre d'être légitime et d'avoir fait 10 ans d'entrepreneuriat ou 10 ans d'autre chose pour se dire je peux le faire. Je pense qu'aujourd'hui on a besoin d'un peu plus de folie, d'audace, comme je disais dans nos valeurs, pour tenter des choses et puis se planter, et puis c'est pas grave. Le plus important, c'est de vivre des expériences. Exactement. C'est ça la vraie école finalement. C'est la vraie école. Je pense qu'on apprend beaucoup plus en vivant des expériences qu'en restant devant son bureau. Nous, c'est quelque chose qu'on conseille souvent à nos entrepreneurs. Alors oui, il faut bosser, oui, il faut être devant son ordinateur, etc. Mais c'est aussi beaucoup en allant faire des rencontres, en sortant, en se mettant un peu en danger aussi, que ça se passe. Et qu'est-ce que cette aventure vous a appris sur les autres ?
Alors sur les autres, je pense que c'est tout simple. C'est vraiment que tout le monde a quelque chose à apporter. Je pense qu'aujourd'hui, on a eu tellement d'exemples de gens où on se doutait pas qu'ils allaient faire des choses incroyables, qu'ils allaient nous aider, qu'ils allaient s'aider eux-mêmes, aider d'autres projets, et qui ont fait tout ça. Donc je pense que c'est tout simplement une grande confiance en la capacité de l'être humain à agir et à faire bouger les choses. En tout cas, vous avez essayé de comprendre ça, vous êtes allé chercher l'information puisque vous avez fait une enquête au niveau national qui a démontré que sur 100 Français, 74% déclarent vouloir agir pour résoudre un enjeu de société et ne le font pas. 74%, c'est quand même énorme. Est-ce que vous pouvez nous donner 3 conseils concrets pour que 100% des personnes qui nous écoutent osent passer à l'action? Je pense que la première chose, c'est de sortir, encore une fois, d'aller voir, d'écouter des podcasts, de lire des livres, d'aller rencontrer des gens qui se bougent. Et donc, c'est une première chose de se dire, OK, il y a des gens qui le font, c'est possible. Ensuite, la deuxième chose, c'est, je reprendrai ce que je disais tout à l'heure sur le talent, c'est un peu se dire, moi, quels sont mes talents, mes compétences et qu'est-ce qui me fait kiffer, qu'est-ce qui me fait plaisir, dans quel moment est-ce que j'aime ce que je fais et donc je pourrais travailler 72 heures d'affilée que je m'en rendrais pas compte. Et donc c'est un peu prendre le temps de se poser et de se poser ces questions. Nous, chez Ticket for Change, c'est quelque chose qu'on impose à toutes les personnes qui rejoignent l'équipe. On leur demande d'aller passer des journées à la campagne, de sortir de la ville, de sortir de leur environnement de sortir de sa zone de confort. Exactement. Et de prendre le temps de se poser ces questions. Parce qu'en fait, on ne se les pose jamais. Et c'est hyper puissant en fait de s'accorder ce temps-là pour soi-même. Et enfin le troisième conseil concret, c'est du coup d'aller chercher en fait ce qui est adapté à notre passage à l'action. Encore une fois, tout le monde ne veut pas être entrepreneur et c'est pas grave. Vous voulez peut-être être bénévole, vous voulez peut-être entreprendre, vous voulez peut-être être intrapreneur. Et aujourd'hui, il y a plein de programmes qui existent, de formations, qu'elles soient en ligne, en réel. Donc évidemment, il y a celle de Ticket for Change. Vous pouvez aller voir le MOOC qui s'appelle Devenir entrepreneur du changement. C'est gratuit, c'est accessible à tout le monde. En 7 semaines, vous avez déjà énormément de choses. Vous pouvez postuler à notre programme, c'est pile en ce moment là, qui s'appelle le parcours entrepreneur. Il y a plein de choses qui existent pour les salariés d'entreprise. Donc finalement, les informations, elles sont là. Hein. Ah, il y en a plein. Il n'y a plus qu'à aller les chercher. Il y en a plein. Franchement, notre ami Google ou Lilo ou Ecosia ou enfin tout moteur de recherche est là pour nous aider dans ces recherches. Il existe beaucoup de choses et encore une fois, je pense que le plus important, c'est de ne pas rester isolé avec son envie d'agir, mais c'est de se connecter à tout ce mouvement qui est en train d'émerger et qui devient de plus en plus important. Et là, c'est là où l'énergie arrive, parce que quand on se rend compte qu'on n'est pas seul, qu'on est des centaines, des milliers en France et dans le monde, ça donne un énorme coup de boost pour agir. Et comme vous le disiez, on est en plus dans un bon timing. Alors c'est le bon moment pour agir. C'est complètement le bon moment. Merci Adèle. Alors Adèle, j'ai un petit rituel. À la fin de chaque interview, je pose une série de questions rafales. L'idée, c'est de répondre le plus spontanément possible sans trop réfléchir pour mieux vous connaître. Ça dure 1 minute 30. Est-ce que vous êtes prête ? Je suis prête. C'est parti. Quelle est la première chose que vous faites en vous levant le matin ? Je mets de la musique. Quelle est la personne que vous admirez le plus ? Ma sœur. Quel est le dernier livre que vous avez lu ? La réédition du livre de mon cofondateur, Les entrepreneurs du changement. Quel métier vous rêviez de faire étant enfant ? Je rêvais d'avoir un cirque pour les éléphants, pour les protéger des braconneurs. Quelle est la chose dont vous êtes le plus fier ? C'est d'avoir fait un tour du monde en solitaire pendant 9 mois. Qu'est-ce qui vous agace le plus dans la vie ? Quand mon mec ne remet pas sa serviette mouillée sur le porte-serviette. C'est pas grand-chose. Hein. Quel animal vous représente le mieux ? J'aimerais dire l'éléphant, mais comme je fais un 1m59, ça marche pas. On dit plus souvent que je suis un petit chaton. Quelle application utilisez-vous le plus ? L'application de podcast, en vrai. Castbox. Quel est l'endroit où vous aimez aller pour vous ressourcer ? Dans ma maison de campagne, dans un petit village paumé du centre de la France. Quelle est la chose à laquelle vous croyez et que les autres considèrent comme une folie ? Que
que oui, on peut changer le monde et que c'est possible de le faire. Quelle est la mauvaise habitude dont vous aimeriez vous débarrasser ? C'est de ne pas savoir dire non. Pour vous, quelle est la personne qui incarne le mieux le mot réussite ? Spontanément m'est venu Pierre Rabhi. C'est quelqu'un qui a réussi à s'aligner profondément avec ses valeurs dans ses actions. Quel a été le moment le plus marquant de votre vie ? La naissance de mon premier petit-neveu. Quelle tâche avez-vous tendance à remettre toujours au lendemain ? La comptabilité. Quelle est la dernière chose que vous faites avant de dormir ? Je lis. Merci beaucoup Adèle d'avoir répondu à mes questions. Alors si on veut savoir davantage sur vous et sur vos projets, où peut-on vous retrouver ? Alors, évidemment sur www.ticketforchange.org. Là, vous aurez absolument tous les contenus qu'on propose, de nos programmes, aux podcasts qu'on fait, à nos articles, vidéos et toutes ces choses que l'équipe incroyable produit tous les jours. Et puis pour moi, venez prendre un café chez Ticket for Change rue d'Aboukir, ça va être hyper sympa. Je peux vous assurer que l'accueil est hyper chaleureux, vraiment. Merci en tout cas Adèle Gallet, je vous souhaite encore beaucoup de succès dans tous vos futurs projets. Merci beaucoup Manal. Je vais accueillir nos 2 talentueux chroniqueurs, Juliette et Sofiane, qui vont partager avec nous leur découverte de la semaine. Restez avec moi. Vous écoutez le Manal Show, votre capsule inspirante pour devenir la meilleure version de vous-même. Je vais partager avec vous mes meilleurs conseils pour agir concrètement et devenir entrepreneur de votre propre vie. Mais avant ça, on retrouve nos 2 talentueux chroniqueurs, Juliette et Sofiane, qui vont partager avec nous leur découverte de la semaine, des choses utiles qui pourraient apporter plus de qualité dans notre quotidien. Salut Juliette. Salut. Comment ça va ? Ça va. Chaque semaine, tu choisis de nous parler d'une vidéo qui t'a marqué et qui va nous surprendre. De quoi tu vas nous parler aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un mal social qui nous touche tous, la procrastination. Cette maladie de tout remettre au lendemain, comme Scarlett O'Hara d'Autant en emporte le vent. Vous vous languissez sur votre divan en disant « Oh, je le ferai demain ». Que ce soit aller au sport, vider la litière du chat, répondre à un mail ou encore écrire une thèse, la procrastination est, je pense, le pire ennemi de l'homme. Vous êtes-vous déjà demandé si Neil Armstrong avait repoussé son alunissage au lendemain, ou si Steve Jobs s'était dit le Macintosh ou la flemme, on verra ça plus tard. Vous vous sentez concerné, alors filez voir la vidéo de Tim Urban sur TED.com. Tim Urban, grand procrastinateur de son état, est un blogueur humoristique américain qui, sur son blog, qui s'appelle Wait But Why, a écrit un article sur la procrastination. Et après avoir reçu des milliers de commentaires de personnes qui se sentaient concernées par ce qu'il disait, l'organisation de TED lui a proposé de faire une conférence sur le sujet. Ça dure 15 minutes, c'est extrêmement drôle, et moi en tout cas ça m'a fait changer mon point de vue sur la question. Et dans la vidéo, il explique selon lui pourquoi il y a des gens qui sont des pros de la procrastination et d'autres des pros de l'organisation. Ah, parce que ça existe des pros de la procrastination ? Ouais. J'attends de voir ça alors. Tout le monde a eu des devoirs à rendre pour l'école avec une date butoir. Bon, disons que vous avez 2 semaines pour rendre votre dissertation. Les premiers jours, vous commencez à faire de recherche, le travail préparatoire et tout se passe bien. Puis vous vous dites « Oh bah ça va, il me reste 10 jours pour finir, j'ai le temps ». Puis de 10 jours, on passe à 5, puis 3. Et puis le dimanche après-midi, vous vous dites « Merde, je dois le rendre demain ». Et le lundi matin, après une nuit blanche, 12 cafés, les yeux rouges et la laine lourde, vous rendez un papier bourré de coquilles que vous ne remarquez même plus, et avec quand même l'espoir que votre prof vous dise « c'est le papier le plus intéressant que j'ai lu », même si au fond vous savez très bien que vous allez avoir une note sacrément médiocre. Arrêtez-moi jusque-là si je suis la seule concernée. Alors c'est vrai que j'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui vont se reconnaître. Je sais pas si c'est ton cas, Sofiane. Bah non, moi je me sens pas trop concernée. Mais... peut-être par ce qui arrive ensuite. Moi, c'est vrai que j'étais plutôt, je faisais plutôt attention, mais ça m'est déjà arrivé comme tout le monde. Bon, là, je parle de l'école, mais pour ceux qui écoutent et qui, comme vous, sont au travail, vous ne vous sentez peut-être pas concernés, justement. Eh bien, repensez au dernier projet que votre boss vous a demandé de faire, et s'il s'est passé exactement la même chose, je suis désolée de vous l'apprendre, mais vous êtes également touché par cette maladie. Et qu'est-ce qu'on apprend concrètement, en fait, dans cette vidéo ?
Et bien pour faire bref, selon lui, tout le monde a dans le cerveau un décisionnaire rationnel qui prend les bonnes décisions. Mais dans le cerveau d'un procrastinateur, il y a à côté du décisionnaire un petit singe qui ne pense qu'à s'amuser tout de suite et maintenant. Et ce petit singe a la fâcheuse tendance de prendre la place du décisionnaire, ce qui nous fait passer 4 heures sur YouTube à regarder des tutos pour faire des sapins de Noël en pâte à sucre, plutôt que de faire les tâches importantes, mais certes un peu pénibles qu'on doit faire. Mais la question essentielle, c'est pourquoi ça marche quand même, parce que les procrastinateurs arrivent quand même à faire leur travail et à rendre ce qu'ils doivent rendre. Et donc toujours selon Tim Urban, c'est parce que lorsque s'approche un peu trop la date butoir, le panic monster, donc le monstre de la panique, se réveille, fait fuir le petit singe et enfin le décisionnaire rationnel peut reprendre la barre et commencer son travail. Mais c'est vrai que ça, c'est un vrai problème, la procrastination pour beaucoup de monde. Bien sûr, parce que là, je parle d'un ton un peu léger d'un type de procrastination dont les effets sont relativement contenus du fait qu'on a des dates butoirs. Mais qu'est-ce qu'il se passe si on n'en a pas ? Par exemple, un entrepreneur qui veut lancer sa boîte, il n'a pas de deadlines. Parce qu'au début d'un business, il ne se passe rien tant qu'on n'a pas commencé à achever quelque chose. Et si on n'a pas de deadline, eh bien le panic monster n'a donc aucune raison de se réveiller et on peut très facilement se retrouver dans une spirale infernale de tout remettre au lendemain. Et au fond, moi je me demande si on ne serait pas tous des procrastinateurs lorsqu'il s'agit de notre vie, de par exemple voir sa famille, faire du sport, travailler sur sa relation amoureuse par exemple. La frustration qui nous rend malheureux, ce n'est pas de ne pas avoir de rêve, mais ce serait de ne pas être capable de commencer à courir après et d'être parfois les spectateurs de notre propre vie plutôt que les acteurs. Finalement, on procrastine tous sur quelque chose dans notre vie. Posez-vous la question, qu'est-ce que vous vous empêchez de faire par procrastination ? Et vu que notre temps est compté sur Terre, eh bien ce serait une question à se poser dès aujourd'hui. Bon, peut-être pas aujourd'hui, mais bientôt. Peut-être demain. En tout cas, on mettra la vidéo évidemment sur le site lemanalshow.com. Une vidéo qui est top, qui est géniale, très très inspirante. Très Merci Juliette en tout cas. Oui, très drôle avec le petit singe et le petit monster. C'est très bien fait, mais je crois que c'est vraiment un sujet d'actualité. Tout le monde va se reconnaître dans cette petite vidéo. Donc à bas la procrastination et mettons-nous au boulot. Exactement. Merci en tout cas à Juliette pour cette chronique. Bonjour Sofiane. Salut Manel. Comment ça va aujourd'hui ? Ça va et toi ? Alors toi Sofiane, tu es notre dénicheur de tendances et cette semaine tu vas nous parler d'une application qui réduit notre addiction au téléphone, Forest. Exactement, oui. Forest, c'est un jeu mobile dispo en application qui permet de mieux se passer de son téléphone en réduisant son utilisation que lorsque c'est vraiment nécessaire. Faut dire que le concept marche super bien puisqu'elle a été téléchargée 1 million de fois et figure dans le top 3 des applications tous stores confondus dans la catégorie productivité. Et qu'est-ce qui différencie Forest des autres applis ? D'abord, c'est un jeu qui consiste à planter un arbre virtuel qui va pousser toutes les demi-heures. Donc, il y a déjà une première différence. Et que toute interruption liée par un coup de téléphone, un mail ou un SMS que l'on vient de recevoir ferme l'application et stoppe immédiatement la croissance et la vie de l'arbre. Cela peut paraître comme un jeu pour enfants, mais le fait de ne voir jamais grandir son arbre devient très vite agaçant et frustrant. Et cela nous pousse à réfléchir à chaque fois que l'on veut utiliser son smartphone. Et du coup, avec un arbre qui grandit correctement, on est genre fier de soi avec le sentiment d'avoir réussi et gagné. Et surtout, on utilise moins son smartphone. Bon, c'est vrai que l'appli, elle paraît intéressante. On peut la retrouver où ? Alors, on peut la retrouver dans Apple Store et Google Play. Elle coûte moins cher qu'une tablette de chocolat que l'on peut manger lorsqu'on déprime, à savoir 2 €. Et puis, donc, il ne vous reste plus qu'à lancer Forest 2 et votre smartphone et commencer une véritable cure sous forme de jeu ludique, bonne pour votre santé et surtout très pratique. On vous mettra toutes les informations sur le site du Manel Show. Et puis d'ailleurs, pour ceux qui veulent en savoir plus et surtout comment sortir d'une addiction et dépendance à tout gadget électronique, que ce soit un smartphone, ordinateur ou tablette, je vous invite à réécouter notre émission consacrée à la Digital Detox avec le spécialiste David Lajarge. Tout à fait, Sofiane, c'est bien de le spécifier. On a consacré évidemment un épisode entier sur la Digital Detox. C'était hyper inspirant, on a appris plein de choses. Merci en tout cas pour cette belle découverte. Merci à toi aussi, Juliette. De rien. On vous retrouve la semaine prochaine. Même endroit. On arrive à la fin de cette émission et comme promis, je vais vous donner mes meilleurs conseils pour agir concrètement et contribuer à changer le monde. Are you ready? Yes. Here we go. Conseil numéro 1, déployez votre plein potentiel. Mon invité, Adèle Gallet, l'a dit, chacun d'entre nous a un talent et il ne tient qu'à nous de l'utiliser à bon escient. Pour valoriser votre plein potentiel, il faut d'abord évoluer dans un environnement qui vous le permette. Posez-vous la question de savoir quelles sont vos valeurs, qu'est-ce qui vous anime vraiment et déployez tout votre talent et votre savoir-faire en vous mettant en action.
Se rendre utile, ça commence déjà au sein de sa propre famille, avec ses enfants par exemple. Mettez en place des choses concrètes pour transmettre vos valeurs. Déployez votre énergie pour devenir meilleur et montrer l'exemple. C'est tout naturellement que vous le ferez plus largement avec votre entourage et les nouvelles personnes que vous rencontrerez. Conseil numéro 2, soyez utile à la communauté. Chacun d'entre nous peut se rendre utile d'une manière ou d'une autre pour améliorer notre société. Ça commence par aller à la rencontre des autres, s'ouvrir au monde qui nous entoure et ne pas avoir peur de faire le premier pas. Les gens sont malheureusement devenus trop égoïstes et pourtant il faut d'abord savoir donner pour recevoir. Donner de son temps, donner de son énergie, partager ses connaissances, ce sont de petites choses que l'on peut faire chacun à notre niveau et qui ont un impact bien plus grand qu'on pourrait le penser. Sortez de votre bulle, allez voir ailleurs, là où l'on pourrait avoir besoin de vous pour changer les choses et faire face aux grands défis de ce monde. Conseil numéro 3, devenez entrepreneur de votre propre vie. Comment souhaitez-vous que l'on se souvienne de vous ? Quelles traces voulez-vous laisser de votre passage ? Ce sont des questions existentielles auxquelles on accorde peut-être peu d'importance aujourd'hui, mais qu'en sera-t-il demain ? Steve Jobs voulait révolutionner le monde de l'informatique pour laisser une trace. À votre tour, entreprenez un projet qui vous permette de laisser une trace. Prenez les rênes en devenant acteur de votre vie. Déterminez clairement les critères qui sont importants pour vous et suivez vos motivations les plus profondes. Moi, je voulais absolument être libre. Libre dans mes choix, mes horaires de travail et surtout libre de voyager quand bon me semble. C'est ce qui m'a permis de passer à l'action et de créer un métier qui allie mes passions et mes aspirations. J'aimerais finir par une jolie citation de Walt Disney qui a dit « Si vous pouvez le rêver, vous pouvez le faire. Alors rappelez-vous que tout est possible. » J'espère que cette émission vous a plu et n'oubliez pas, ne restez pas passif, passez à l'action. Rendez-vous dès maintenant sur lemanalshow.com et inscrivez-vous à la newsletter pour recevoir mes conseils de lecture, les vidéos qui m'inspirent le plus, les articles que je trouve passionnants, bref, mes meilleures découvertes que je souhaite partager avec vous. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, on reste en contact sur la page Facebook du Manal Show. Ciao!